Bonjour à tous, il est polytechnicien, ingénieur aéronautique. Il a commencé sa carrière au Centre national des études spatiales. Il a également travaillé notamment chez Matra et Intertechnique. Après le rachat de cette société par le groupe Zodiac, il a occupé différentes fonctions de direction au sein de l'équipementier aéronautique dont il préside le directoire depuis 2007. Bonjour Olivier Zarwati. Bonjour. Le groupe Zodiac, dans l'inconscient populaire, je dirais, ça reste encore les bateaux pneumatiques, alors que cette activité ne fait plus partie du groupe depuis 2007. Et on a vendu les bateaux et la marine et les piscines et le pool-care en 2007. C'était une branche d'activité qui représentait 20% du chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, vous êtes spécialisé sur l'équipement aéronautique. Ce que je vous propose, pour qu'on sache bien de quoi nous allons parler, c'est que vous listiez quelques produits clés que vous fabriquez chez Zodiac. Nous faisons tout ce que le passager voit en montant à bord. Il voit des sièges, il voit des coffres à bagages, des galets, des machines à café, des toilettes, il voit tout ce que le passager voit en montant à bord, peut sortir de chez nous. Nous avons également des équipements de sécurité, comme les toboggans d'évacuation, les bien connus toboggans d'évacuation. Qu'on espère ne pas voir très souvent. Qu'on espère ne pas voir très souvent, mais qui sont peut-être ceux de nos produits, sont très chers à notre cœur, parce que ce sont ceux de nos produits qui rappellent le mieux les anciens bateaux gonflables. Et on fait tout un tas de systèmes à bord de l'avion qui permettent de contrôler l'électricité, le fameux avion électrique, le fuel, l'oxygène. On fait de la tripaille sous le... Et alors, grâce à ces produits, vous bénéficiez à plein depuis quelques années du dynamisme du secteur aérien. Vous avez enchaîné 4 exercices de croissance ininterrompus, avec un chiffre d'affaires qui avoisine désormais les 4 milliards d'euros. Combien de temps pensez-vous pouvoir tenir ce rythme de croissance? La chance dont nous disposons, c'est une chance, et c'est aussi l'héritage que nous ont laissé nos prédécesseurs, c'est d'être dans un métier qui croît comme la croissance mondiale. Transport aérien commercial, les avions commerciaux, ça croît comme la croissance économique mondiale. C'est facile à se comprendre, lorsque l'économie se porte bien, les gens se déplacent, et ça croît grosso modo 2 fois plus vite que la croissance mondiale. Donc comme il y a eu des périodes de récession mondiale dans l'histoire, depuis la Deuxième Guerre mondiale il y en a eu, mais c'est quand même rare, il y a eu quelques années, 2-3 années, et le reste du temps, la planète a tendance plutôt à croître. Alors elle croît dans une zone ou elle croît dans une autre zone, ça peut dépendre de la force relative des différentes régions, mais globalement la planète continue à croître, et nous, notre croissance, la croissance de notre métier, est assise sur la croissance globale. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur un métier qui est déjà complètement mondialisé. Et donc, comme vous êtes partout, par définition, vous bénéficiez en permanence de la croissance. Il y a toujours une zone quelque part qui est dynamique. Il y a toujours la croissance de quelqu'un dont on va pouvoir bénéficier et qui va dépasser les maigres zones de croissance qui peuvent exister par ailleurs. Vos clients, ce sont les constructeurs aéronautiques, mais également les compagnies. En termes de rentabilité et de perspective de croissance, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Mieux vaut se focaliser sur les constructeurs ou sur les compagnies? Vous savez, nous avons des clients divers et tous les clients sont aussi respectables. Donc nos clients sont d'une part les constructeurs d'appareils, et si vous ne fournissez pas des équipements aux constructeurs d'appareils, ben vous ne volez pas. Donc il faut bien avoir ce blanc-seing-là. Le premier c'est Boeing, le premier de vos clients. Le premier de nos clients étant Boeing, oui. Et puis, le marché des compagnies aériennes est évidemment très important à 3 titres. D'abord parce qu'il faut maintenir les avions. Ces avions, une fois qu'ils sont en l'air, eh bien, il faut les maintenir en l'air. Et ça, c'est du service, c'est de la rechange que nous devons livrer. D'autre part, les avions doivent être reconfigurés très, très régulièrement. Parce qu'un avion vole 30, il peut voler 40 ans. Inutile de dire qu'on ne fait pas voler aujourd'hui des avions qui ont été livrés 40 ans avec la cabine d'il y a 40 ans. Sinon, ce serait un retour vers le passé, ce serait toujours intéressant, ça fait très vintage, mais les passagers ne vont pas être très satisfaits de cela très longtemps, donc il faut rétrofiter les cabines. Et ce qui est très très important aussi dans le contact avec les compagnies aériennes, c'est qu'on a une ligne en prise directe sur les vrais besoins des utilisateurs. Les compagnies aériennes savent ce qu'elles attendent de leurs avions, et il est important que nous le sachions aussi. Et en l'occurrence, les compagnies aériennes sont à la recherche de mètres carrés disponibles à l'intérieur des cabines. C'est là que vous intervenez avec notamment des nouveaux sièges qui permettent de gagner de la place, de gagner place après place un peu de passagers. Les compagnies aériennes sont à la recherche de densité. Parce
parce que des mètres carrés, elles savent exactement combien elles en ont. Elles achètent l'avion, il y a un nombre de mètres carrés qui ne changera pas au cours de la vie de l'avion. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est la façon dont on les utilise. Et il faut les exploiter le mieux possible, sans perte de confort pour les passagers. Pour évidemment empiler les gens, mais il ne faut pas perdre de confort. Il faut que le vol, l'expérience du transport aérien reste quelque chose d'exceptionnel. Et je vous interromps, Monsieur Zarwati, juste, vous avez un rendez-vous très important dans les jours qui viennent, début avril. Il y a le salon de Hambourg, un salon des équipements aéronautiques, et en particulier des équipements cabines. Est-ce qu'à cette occasion-là, vous allez présenter de nouveaux produits qui vont dans le sens de ce que vous indiquez? Alors, Hambourg, c'est pour l'intérieur de cabine l'équivalent du Bourget pour les avions. Oui. Hein, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est là qu'on annonce toutes les innovations. Je vous y donne rendez-vous parce que vous verrez à Hambourg, en tout cas sur notre stand, un nombre d'innovations comme vous n'en avez jamais vu jusqu'à présent. Chez Zodiac en particulier. Chez Zodiac en particulier. Alors c'est les concepts d'aménagement de la cabine, dans les petits avions, dans les gros avions, c'est les sièges évidemment. Vous verrez notamment un siège touriste comme vous n'en avez jamais vu, qui se trouve sans perte de confort, avoir la meilleure densité qu'on ait jamais trouvée, mais en plus c'est le plus léger siège du monde, en classe touriste. Donc vous allez voir tout ça en Hambourg, je vous y donne rendez-vous. Donc ça c'est du 8 au 10 avril. Ouais. Un siège, juste pour qu'on se fasse une idée, un siège extrêmement performant, ultra léger, comme ceux que vous venez de nous décrire, ça coûte combien en gros? Le prix s'oublie, la qualité reste. Oui. Pour citer Michel Audiard. Un siège de classe touriste, tout dépend de la mission qu'on lui donne. En moyen courrier et sur une mission low cost, vous voyez, vous êtes vraiment assis sur un siège très très élémentaire. Oui. Là, on va viser des prix relativement bas, 1 ou 2 $ par siège, par passager. Et à l'autre extrémité du spectre, vous allez trouver des sièges sur long courrier, sur des compagnies ayant le souci du confort du passager et de la qualité du service. Les sièges pourront être 3, 4, 5 fois plus chers. Oui, on a cité, je crois, 300 000 $ pour les sièges très haut de gamme. Là, vous allez encore plus loin vous sortez de la classe touriste et vous allez encore plus loin. Vous passez la classe affaires, vous n'arrêtez pas par l'étape de la classe affaires, vous allez tout de suite à la première classe. Et là, en première classe, vous pouvez trouver des... Là, il n'y a plus de limite, ça peut être 300 000, ça peut être 500 000 $. Mais vous n'achetez pas un siège. Quand vous achetez un siège de classe, de première classe, il faut garder en tête qu'on aménage une zone de l'appareil sur laquelle ne seront installés que 4 ou 8 sièges sur un moyen courrier. Alors que derrière, on pourra avoir jusqu'à 300 sièges de classe touriste. Donc on comprend bien que le modèle industriel qui conduit à la production de ces sièges ne peut pas être tout à fait le même que celui de la classe touriste. Chaque siège est unique. Très rapidement, Olivier Zarwati, j'évoquais votre chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros l'an dernier. L'objectif à terme, c'est quoi? C'est la barre des 10 milliards est accessible d'ici quelques années? On est sur un métier dans lequel on peut se permettre d'y rêver, oui. On peut tout à fait se permettre d'y rêver. Et ce que je peux dire, c'est que notre business model, la structure du marché dans lequel nous sommes, notre capacité d'intervention, nos capacités financières, nos capacités économiques et notre détermination, voilà autant de paramètres sur lesquels les voyants sont au vert. Voilà. Après, l'avenir se déroule. Voilà. Merci beaucoup, Olivier Zarwati. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.